Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des différents transferts depuis un mois. Parce que la dernière vidéo c'était le 12 août, donc on va faire un deuxième point transfert. Alors transfert, un petit peu d'actualité également, il y a 2-3 infos qui ne sont pas des transferts. On parle également des retraites de certains coureurs, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, on va dire, sur le dernier mois dans le monde cyclisme et dans le monde du recrutement, dans le mercato. On verra qui s'en est bien sorti, et surtout qu'il y a eu des infos là aujourd'hui, notamment du côté de Decathlon AG2R, donc on reviendra là-dessus, parce qu'il y a eu, on va dire, je suis tombé le bon jour, voilà, pour faire la vidéo. Donc on va revenir sur tout ça. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, quel transfert vous trouvez intéressant, quel transfert vous intéresse moins, peut-être, ou vous trouvez plus risqué du côté de certains coureurs, notamment pourquoi pas chez Decathlon AG2R. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Dernier moyen de me soutenir, vous pouvez booster cette vidéo. Ça c'est sur mobile, c'est à côté du bouton pouce bleu. Et je rappelle que vous avez le droit de le faire 3 fois par semaine et que les compteurs ont été remis à 0 ce matin. Donc si vous les aviez fait dimanche ou samedi, vous avez de nouveau 3 possibilités de booster cette vidéo de manière gratuite. On commence tout de suite par les transferts. Donc comme d'habitude, on regarde si c'est intéressant pour le coureur, si c'est risqué pour l'équipe qui l'accueille. Voilà, alors il y a à la fois des transferts, à la fois des renouvellements de contrats ou des prolongations de contrats chez certains coureurs. On commence avec Filippo Conca, qui a trouvé une équipe, le champion d'Italie, qui était, on rappelle, dans une équipe amateur et qui a rejoint donc en ce mois d'août l'équipe Jayco Alula, ce qui fait que le maillot d'Italie revient chez Jayco Alula, parce qu'il y avait eu notamment Filippo Zana qui avait été champion d'Italie dans cette formation ces dernières années. Que dire du côté de Filippo Conca? C'est un coureur qui est passé par Q36.5, par la Lotto Soudal dans ses premières années. Voilà. Et puis il était passé, il avait eu aucune victoire chez les professionnels. Sa seule victoire chez les pros, c'est cette victoire de champion d'Italie. Jusqu'à maintenant, les meilleurs résultats, on était sur une 5e place sur une étape de la Vuelta. Il avait fini 2 fois 5e du Baby Giro également en 2019 et 2020, mais il n'y avait pas eu forcément de grands résultats du côté de Filippo Conca, et c'est vrai que ce titre de champion d'Italie qui a un peu débloqué la situation. Il avait fait quelques courses de gravel également où il s'en était plutôt bien tiré, et puis il avait pris la 11e place de la Oberösterreich Rundfahrt, course 2.2 en cette année 2025. Alors là, c'est un peu un risque. Alors je pense qu'il ne doit pas coûter très cher, Filippo Conca, il doit être au minimum, mais c'est un risque parce que il y a des coureurs comme ça. Je pense qu'on lui a déjà laissé pas mal de chance quand même chez Q36, chez Lotto Soudal. C'est-à-dire que si on avait vu quand même à 24-25 ans qu'il y avait un véritable potentiel chez ce coureur, je pense que des équipes l'auraient recruté fin 2024. Je pense que s'il s'est retrouvé chez les amateurs, il y a quand même une raison. Alors on va voir, certains coureurs ont réussi quand même à avoir des résultats, mais je me dis quand même que il ne faut pas se laisser avoir, on va dire, par un titre de champion d'Italie où son équipe a couru à la perfection. C'était peut-être son jour de gloire ce jour-là. Alors est-ce que ça va se revenir ? Bon, encore une fois, je pense que c'est un coureur qui ne coûte pas très cher au collectif Jayco Alula, mais je me dis que c'est quand même une prise de risque du côté de ce coureur. Grand gabarit, 1,91, 80 kg, Filippo Conca. Après, des fois, il a 26 ans. Encore une fois, vous avez des coureurs qui arrivent à maturité tardive.
C'est peut-être le cas de Filippo Conca. Autre recrue, Alberto Dainese qui rejoint la Soudal Quick-Step à 27 ans après quelques saisons à la Tudor. On peut pas dire qu'il a été véritablement marquant à la Tudor. Alberto Dainese, c'est vrai que ces 2 saisons dans cette formation n'ont pas été vraiment exceptionnelles. C'est quand même un vainqueur à la fois sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne d'étape. Il a 7 victoires seulement chez les professionnels, mais quand même des belles victoires. Il y a quand même 3 victoires en World Tour et c'est 3 grosses courses en World Tour. C'est un coureur qui est bon en 3e semaine. Chez Tudor, ça s'est pas très bien passé. Je dirais qu'avec Trentin, notamment sur le dernier Tour de France, on avait quand même beaucoup de mal à se trouver. Il a fait le Tour de Grande-Bretagne. Il a pris la 2e place à Hampstead lors de l'étape numéro 3. Et sinon, pas de victoire cette saison pour ce coureur. 500 points UCI de marqué, 499 pour Alberto Dainese. Chez Soudal Quick-Step, est-ce qu'il sera dans le train de Paul Magnier ou est-ce qu'il sera en doublon de Paul Magnier? C'est l'interrogation du côté de cette formation. Après, on sait que Soudal Quick-Step s'est emmené les sprints, donc c'était peut-être le problème d'Alberto Dainese jusqu'à maintenant. Et puis Jacopo Mosca qui poursuit chez Lidl Trek. On pouvait se poser des questions chez Jacopo Mosca parce que je pense que dans certaines équipes italiennes de 2e division, il aurait pu avoir un rôle plus important que simplement équipier. Mais voilà, je pense qu'il se sent bien du côté de la Lidl Trek, donc il a voulu continuer, poursuivre. Clément Berthet qui a rejoint la Groupama FDJ. Pour moi, c'est une bonne recrue, Clément Berthet. Déjà dans l'idée d'aider Romain Grégoire, parce que c'est un bon puncher, donc c'est vrai que dans un collectif qui va se densifier dans ce domaine-là, mais aussi parce que pour moi c'est un coureur, il manque pas grand-chose pour aller chercher la gagne. C'est-à-dire que pour moi il est capable de faire comme Nicolas Prudhomme. Il lui manque pas grand-chose pour avoir le top résultat à Clément Berthet, pour enchaîner, on va dire, les très bons résultats. Je pense qu'il y a un vrai manque de confiance pour le moment. On l'a vu sur les courses dans le Doubs, par exemple les Coupes de France, il y avait des erreurs tactiques de la part de Clément Berthet. C'est un coureur qui ne sait pas gagner, il faut lui donner cette confiance. Le jour où il va en claquer une, Berthet, je pense que ça va le faire passer dans une autre dimension. Et pour lui, le problème c'est que chez Decathlon, il y avait beaucoup de punchers aujourd'hui, et donc il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tout simplement, vous avez Paul Lapera, vous avez aussi Cosnefroy. Alors Cosnefroy, on ne sait pas s'il va continuer dans cette formation. Victor Lafay aussi. Il y avait beaucoup de coureurs sur le même profil au final que Clément Berthet. Alors certes, il a profité du fait que certains coureurs aient été blessés. Je pense Cosnefroy, je pense également à Victor Lafay, mais quand même, il y avait un petit souci du côté de Clément Berthet de place. Chez Groupama, il y aura un peu plus de place pour s'exposer. Pour Clément Berthet, et pas mauvais également en montagne, mais encore une fois, c'est un coureur qui a besoin de trouver de la confiance. Voilà, pour moi, Clément Berthet, donc bon choix du côté de la Groupama FDJ de le recruter. Autre recrue, Steph Kras qui rejoint la Soudal Quick-Step, donc dans un rôle plutôt de grimpeur, Steph Kras. On perd Remco Evenepoel, Landa est quand même plus proche à la fin que du début, avec Paré-Peintre. On garde quand même quelques coureurs pour la montagne. Certes, on voit qu'on s'est quand même beaucoup renforcé sur le sprint, sur ce type de profil-là, mais on garde quand même potentiellement des coureurs pour la montagne. Steph Kras, moi je le trouvais très intéressant il y a 2-3 ans. C'est vrai que c'est un coureur qui n'a pas eu de chance, qu'il est beaucoup tombé. Steph Kras, il fait notamment partie de la chute au Pays Basque, mais il a eu pas mal de chutes dans sa carrière, même avant le Pays Basque. Là maintenant, je suis un peu moins sûr que ça donne quelque chose de mieux. Je pense qu'il a atteint un petit peu son plafond de verre, Steph Kras. Après, du côté de Soudal Quick-Step, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que chez Total Energy, en gros, il y avait Jordan Gégat aujourd'hui, donc
C'est sûr qu'avec un Français qui a fait top 10 au général du Tour de France, il savait qu'il aurait moins d'opportunités, Steph Kras, et puis il a dit il en avait marre de courir sur des courses françaises que personne regarde. Voilà, donc je ne sais pas quelle course française ça ciblait, mais du côté de Steph Kras, voilà, je pense qu'il en avait fait le tour. Donc contrat de 2 ans avec la Soudal Quick-Step. Dries de Bondt, toujours sous le coup d'une enquête, quand même, Dries de Bondt de l'UCI, pour le travail qu'il a réalisé pour l'AEF sur le dernier Tour d'Italie. Bon, au final, il ne rejoint pas l'AEF, il rejoint la Jayco Alula, contrat de 2 ans pour Dries de Bondt, ce qui nous emmènera à 36, quand même, du côté du coureur belge. Équipier, après chez Jayco Alula, ça va aider les sprinters, potentiellement. Mais c'est pas... Voilà, c'est un coureur qui aujourd'hui pour des classiques belges, bon, il peut partir dans l'échappée, mais mieux que top 10 ou top 15, ça semble quand même compliqué pour Dries de Bondt, et il faut quand même qu'il y ait des opportunités à droite à gauche pour lui sur ces courses-là. Et puis Fabio Van Den Bosch, le coureur de la Alpecin qui rejoint également la Soudal Quick-Step pour renforcer le pôle flandrienne, voilà, du côté de ce coureur. Grimpeur aussi, oui, plus... Alors, Van Den Bosch, c'est encore un coureur, je pense, on ne sait pas trop quel est son profil. Voilà, parce qu'il a à la fois fait des Flandriennes, on l'a vu également sur le Tour d'Italie en échappée. Ça grimpe un peu quand même, Van Den Bosch. Pour moi, c'est quand même plus un profil flandrien et coéquipier pour un train de sprinter du côté de Fabio Van Den Bosch. Donc contrat de 2 ans. Du côté de ce coureur qui pour le moment n'a pas de victoire chez les pros. C'est vrai que c'est presque surprenant de le voir chez Soudal Quick-Step parce que chez Alpecin c'était pas forcément l'équipier numéro 1 dans cette formation, mais bon voilà, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à voir du côté de Fabio Van Den Bosch du côté de la Soudal Quick-Step. On poursuit avec les filles. Clara Copponi qui prolonge son contrat à la Lidl Trek jusqu'en 2027. Bon, on a vu sur le CIMAC Ladies Tour, gros travail pour Elisa Balsamo de la part de Copponi. Il y a même Balsamo qui n'a pas réussi à la dépasser sur ce sprint-là. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est une très bonne sprinteuse. Elle a des très bonnes jambes, voilà, Copponi, et je pense qu'elle est capable de faire des grands résultats. Elle a un peu délaissé la piste, c'est vrai que c'est une fille qui faisait beaucoup de pistes jusqu'à maintenant, jusqu'aux Jeux Olympiques, après les Jeux Olympiques, notamment pas mal de sprints. Moi, je trouve qu'elle a été pas mal sous-utilisée, Clara Copponi jusqu'à maintenant par la Lidl Trek, donc ça va peut-être changer sur la saison 2026 et la saison 2027. Et puis Charlotte Kohl qui a cassé son contrat avec la Picnic PostNL et qui rejoint la Phoenix de Koninck. Charlotte Kohl, c'est peut-être la seule aujourd'hui qui est en capacité de battre Lorena Wiebes sur des sprints sur le plat. Saison qui n'a pas été forcément aussi bonne que la saison 2024 où elle avait gagné 2 étapes sur le Tour de France. Comme souvent avec Picnic PostNL, on commence dans cette équipe, mais on finit rarement, on reste rarement beaucoup d'années ou toute sa carrière chez Picnic PostNL. Et là, chez Phoenix, on sait que c'est une équipe qui veut progresser dans la hiérarchie mondiale. Il y a un beau collectif quand même dans cette formation. Donc je pense qu'on est en capacité d'emmener correctement les sprints pour Charlotte Kohl. Et puis Jamie Meehan qui rejoint en tant que stagiaire, mais au final il aura un contrat jusqu'en 2028. Jamie Meehan, irlandais, qu'on a vu notamment sur le Tour de l'Ain, où il avait été très intéressant sur le Tour de l'Ain, début août, notamment 3e. À l'Elex Montjura où il m'avait vraiment tapé dans l'œil ce jour-là. 6e également du Tour de la Vallée d'Aoste, vainqueur du Tour du Piémont pyrénéen. Il était dans l'équipe AVC Aix-en-Provence, donc équipe mi-amateur, mi-professionnelle. Vous savez, c'est le nouveau statut des contis amateurs, on va dire, françaises. On a créé une sorte de statut semi-professionnel. Et donc il rejoint la Cofidis. On lui fait confiance du côté de la Cofidis avec ce contrat longue durée du côté de l'Irlandais, également 2e des championnats d'Irlande sur route cette année.
derrière Rory Tozant, voilà, mais donc il va falloir faire attention à ce coureur. Voilà, Jamie Mien de l'AVC Aix-en-Provence. On poursuit avec les autres transferts. Et avant de parler de transfert, on va parler de VTT un petit peu, avec la retraite de Nino Schurter, la légende Nino Schurter, parce qu'il a commencé, il y avait encore Julien Absalon. Ça a été le grand duel entre Julien Absalon et Nino Schurter. 10 titres de champion du monde, voilà, vainqueur de 36 manches de la Coupe du Monde. Voilà, une légende du VTT qui va prendre sa retraite du côté de Lenzerheide, connu également pour le biathlon. Ça sera le 21 septembre prochain pour la fin de la Coupe du Monde de VTT, parce que je rappelle que le VTT, ça se finit plus tôt que d'autres compétitions. Il y a même les championnats du monde en ce moment. Vous pouvez les voir notamment sur HBO Max. Eddie Dunbar qui rejoint la Q36.5. Contrat de 2 ans pour Eddie Dunbar. Ouais, chez Jaiko Alula, la première année a été très bien. Et puis, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus difficile. Beaucoup de chutes du côté d'Eddie Dunbar. Il en a connu 10 en 8 mois l'an dernier. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis là, il y avait l'arrivée de Ben O'Connor. Forcément, ça fait un peu doublon, lui et Ben O'Connor. Il veut jouer le classement général. Alors, chez Q36, il y aura également Pidcock. Mais Q36, je pense, veut progresser dans la hiérarchie mondiale. Et puis, il y aura quand même des opportunités sur des courses on va dire, peut-être un peu moins denses pour Eddie Dunbar. C'est un coureur qui doit retrouver de la confiance, le coureur irlandais. Puis Niklas Larsson, qu'on a beaucoup vu. Niklas Larsson, qui avait été très performant à Cholet Pays de la Loire sous la pluie, mais qui a été aussi très performant sur le Tour du Danemark, notamment qui rejoint la Unibet Tietema à Roquette. Coureur qui vient de la piste, Niklas Larsson, ça peut aider également un train de sprinter. Et je pense notamment à Dylan Groenewegen qui vient de rejoindre cette formation. Voilà, donc il faudra faire attention à Niklas Larsson qui pourrait aider pas mal les sprinters de cette formation. On poursuit avec Michael Woods qui va prendre sa retraite. Michael Woods à la fin de la saison. C'est vrai que ça faisait en gros déjà l'année où il gagne sur le Puy-de-Dôme, les résultats étaient un petit peu moins bons. Voilà, c'est un coureur qui a été marquant parce que c'est vrai qu'il est arrivé sur le tas dans le cyclisme. Il est arrivé tard, voilà, parce qu'il avait fait du demi-son. Notamment, il avait le record du Canada. Alors, je ne sais plus si c'était en élite ou en junior du 1500 mètres. Pendant très longtemps, il a détenu le record du Canada du 1500. Et puis, ensuite, il est arrivé sur la route avec notamment cette victoire sur le Puy-de-Dôme. Journée très mal filmée par Anthony Forestier où il était revenu de l'arrière avec Pierre Latour pour aller battre Matteo Jorgensen qui à ce moment-là était en tête de la course. Voilà, donc 3 victoires sur la Vuelta. Il n'a jamais gagné sur le Giro, Michael Woods. Et puis j'ai toujours eu un peu de frustration parce qu'il a rarement joué le classement général sur les grands tours. Alors que je pense qu'il avait quand même la capacité de bien faire du côté des équipes dans lesquelles où il est passé. Et pas seulement Israël, première tech, voilà, où il a fini sa carrière, mais même avant, je pense qu'il y avait une capacité à jouer le classement général pour lui. Alessandro Covi qui rejoint la Jaiko Alula. Oh bah lui, il fallait qu'il quitte UAE. Il était transparent ces derniers temps. C'est vrai que c'est un coureur, vous savez, ça faisait partie des coureurs que j'aimais vraiment bien au tout début chez UAE, mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, sur ce profil-là, vous avez énormément de coureurs. Et là, il n'y avait plus la place pour Alessandro Covi. Chez Jaiko Alula, il y aura beaucoup plus d'opportunités pour lui. On verra, est-ce que ça va faire comme certains coureurs qui ont eu du mal à quitter après avoir quitté UAE, ou est-ce qu'il arrivera à être performant, mais pour moi c'est un bon choix du côté d'Alessandro Covi. Et puis Ryan Gibbons qui prend sa retraite à la fin de la saison. Seulement 31 ans pour Ryan Gibbons, mais qui je pense considère qu'il a fait le tour. Parce que je rappelle que Covi c'est quand même vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, vainqueur d'étape sur le Tour d'Andalousie et sur le Tour de la région de Murcie. Mais c'est vrai que ces derniers temps, alors déjà il n'a pas fait de grands tours et il a surtout eu un rôle d'équipier quand même depuis le début de saison. Alors malgré tout 515 points UCI,
mais c'est quand même un coureur qui n'avait plus l'opportunité véritablement de jouer sa carte. Donc à 26 ans, je pense que c'est un bon choix, voilà, du côté de ce coureur de quitter cette formation. On poursuit avec Lewis Haskey qui rejoint Israël. Ça nous rappelle Jake Stewart, un coureur de la Groupama qui quitte Israël. C'est la première grosse recrue d'Israël Première Tech, parce que c'est vrai qu'avec la situation sur la Vuelta, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui réfléchissaient peut-être à aller chez Israël, et qui se sont dit non, je vais peut-être aller dans d'autres équipes, c'est plus sûr pour moi. Donc c'est vrai que Israël va peut-être perdre certains coureurs. Alors on parle de Binyam Girmay, peut-être chez Israël. À un moment on parlait de lui chez UAE, maintenant il y a la rumeur Israël pour lui. Mais du côté de Lewis Haskey, dommage pour la Groupama, mais c'est vrai qu'il a été, je trouve que c'est un coureur qui a été très mal utilisé. Rien que sur le dernier Tour de France, il est obligé de faire équipier par rapport à Penouet, alors que bon, voilà, c'est quand même un coureur de qualité, Lewis Haskey. Donc voilà, je me dis, là il aura peut-être un rôle un peu plus important chez Israël Première Tech. Contrat de 3 ans dans l'équipe israélienne. C'est une prise de risque quand même pour un coureur comme Lewis Haskey, parce que imaginons que l'UCI décide d'interdire l'équipe à un moment, si c'est trop compliqué ou que cette équipe-là ne soit plus invitée sur certaines courses. C'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Voilà, du côté de Lewis Haskey, c'est une prise de risque du côté de ce coureur. Et puis Anton Schiffer qui rejoint la Visma. Anton Schiffer qui fait partie de l'équipe Bikehead pour le moment, vainqueur d'une étape du Cebu Cycling Tour, deuxième également du Tour d'Hellas, quatrième du Cebu Cycling Tour. Il y avait pas mal d'équipes World Tour à ce moment-là, donc il a dû taper dans l'œil. Sinon, il n'y a pas forcément de grands résultats en dehors de ces deux courses-là pour le coureur allemand qui a fait également le dernier Tour d'Allemagne, 31e. Voilà, donc Anton Schiffer qui était chez Bikehead, qui a même commencé dans l'équipe de développement de la Bikehead avant de rejoindre l'équipe numéro 1. Parce qu'il y a une équipe de développement et un club amateur voilà, du côté de Bikehead. Vous savez, Bikehead, c'est une équipe très internationale qui essaye voilà, de permettre à des coureurs, notamment de nations, je vois d'Érythrée, de nations parfois un petit peu plus petites, de se montrer et de pouvoir se montrer, de participer quand même à des belles courses. Et une équipe qui court de manière internationale parce qu'elle a fait le Tour d'Iran, le Tour du Rwanda, Cebu Cycling Tour en Roumanie, le Tour d'Istanbul également, du côté de cette formation. On poursuit avec les transferts du côté de ces équipes. Et bien donc après Anton Schiffer, on passe à Julien Bernard qui prolonge chez Lidl Trek. En même temps, il a fait déjà toute sa carrière dans cette formation. Ça serait dommage de s'en séparer. C'est vraiment un grégario, Julien Bernard, quelqu'un qui met souvent ses intérêts personnels de côté pour aider des leaders, à la fois Ciccone et Mats Pedersen. Je pense que c'est un coureur qui est très apprécié par ses leaders. Donc c'est pas une surprise qu'il soit prolongé. Je pense qu'il finira sa carrière chez Lidl Trek puisque ça va l'emmener quasiment à 35 ans ce contrat. Bastien Tronjon, là également, comme Clément Berthet, un coureur qui rejoint la Groupama FDJ. Très intéressant parce que c'est un coureur de classique. On sait que la Groupama a vraiment un gros collectif là-dedans, qu'il va falloir quand même trouver la relève parce qu'on perd Stefan Kung, et c'est là où Bastien Tronjon peut avoir un véritable intérêt, mais très performant. Il a quand même été incroyable sur le Trobro-Léon cette année. Donc contrat longue durée en plus, contrat de 3 ans pour Bastien Tronjon, ce qui va nous emmener jusqu'en 2028 du côté de la Groupama FDJ. Et puis bon choix pour lui parce qu'il y a de la place derrière Madouas, il y a beaucoup de place quand même sur les classiques. Donc là c'est vraiment un très bon choix pour Bastien Tronjon, qui a une bonne pointe de vitesse, qui sait placer des sprinters aussi, il l'a prouvé avec Sam Bennett notamment. Donc là il y a un intérêt du côté de Bastien Tronjon à aller le recruter. Sander de Pestel prolonge avec la Decathlon AG2R, et puis un autre coureur qui passe de l'équipe développement à l'équipe 1. Antoine Lotte, ça marche bien l'équipe de développement. Léo Bizio notamment. On a eu également
Donc là, on a Antoine Lotte. On a eu également le vainqueur du dernier Tour de l'Avenir aussi, qui est passé par cette équipe de développement. La transition marche de mieux en mieux, voilà, entre l'équipe réserve de la Décathlon et la Décathlon. Antoine Lotte, qui avait été très intéressant, c'était sur le Tour du Danemark, je crois. Hein. On l'avait vu, Antoine Lotte. Voilà, hein, c'était sur le Tour du Danemark où il avait fini troisième de l'étape de Vail, remportée par Mats Pedersen, qui était une étape difficile où il était sorti de l'arrière. Elle avait vraiment été très impressionnant. Sur le Tour de l'Avenir, il a fini 54e sur cette épreuve avec un rôle d'équipier. Mais voilà, il y a des qualités chez ce coureur, vainqueur de l'Olympias Tour en tout début de saison. Antoine Lotte, seulement 20 ans pour ce coureur, donc il va rejoindre Décathlon CMA CGM. Voilà, l'an prochain, vainqueur également du Tour de l'Eure-et-Loire. C'était il y a 2 ans. Il va faire encore pareil Tour Espoir, hein, notamment en fin de saison, du côté des courses pour les équipes de développement. Voilà, hein, notamment. On poursuit avec d'autres recrues. Du côté de Simone Consoni, on prolonge avec la prolongation également de Jonathan Milan. Du côté de la Lidl Trek, on garde le train. David Delacruz qui rejoint la Q36.5, qui prolonge même plutôt à la Q36.5 parce qu'il y était déjà. Même si on ne l'avait pas forcément énormément vu, donc il va continuer une année supplémentaire. Chris Harper qui rejoint la Q36.5, qui va vraiment se densifier au niveau montagne, hein, cette formation. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que Pidcock n'avait pas forcément beaucoup d'équipiers autour de lui. Là, ça va être très bien avec Chris Harper et puis Sandro Meurisseux. Là, c'est plus pour les classiques du côté du Belge qui quitte Alpecin. Alpecin qui perd quand même pas mal de coureurs, pas beaucoup de recrues pour le moment du côté d'Alpecin de Caninck et puis Edward Thons qui prolonge. Chez Lidl Trek, par contre, beaucoup de prolongations de contrats du côté de cette formation. Et puis on termine avec la suspension de Franck Bonamour qui avait été confirmée par l'UCI. Suspension de 4 ans. On rappelle, anomalie dans le passeport biologique que Franck Bonamour n'a pas pu expliquer. Donc on considère à partir de ce moment-là qu'il a été dopé, vu qu'il n'y a pas d'autre explication à cette anomalie du passeport biologique. Et à partir de ce moment-là, je rappelle que désormais, dopage, si c'est la première fois, c'est 4 ans. Hein. On ne fait plus 2 ans, puis 4 ans, puis à vie. Désormais, c'est 4 ans directement. Donc pour le coureur français, c'est une fin de carrière. Alors, il a passé ses diplômes de coach. Par contre, là, il y a des petits soucis quand même qu'un coureur qui soit suspendu et puis passer des diplômes pour devenir coach, pour devenir directeur sportif. Là, par contre, ça me pose un petit peu un problème. Voilà, donc du côté de cette formation. Voilà. Enfin, du côté de ce coureur, parce qu'il n'était plus chez BNB Hotel. Donc voilà, Franck Bonamour, quand il était chez Decathlon, hein, parce que là, ils mettent un maillot de la BNB Hotel, alors que c'était quand il était chez Decathlon qu'il s'est fait choper Franck Bonamour, ce qui a entraîné un petit peu dans sa chute aussi Vincent Lavenu, hein, parce que la direction de Decathlon AG2R avait reproché la gestion du cas Franck Bonamour à Vincent Lavenu. On poursuit avec Derek G. Et oui, c'est le gros dossier en ce moment avec Juan Ayuso, hein, en gros sur le début de Vuelta. Mais c'est le gros dossier du côté de DRG qui a demandé une résiliation de contrat avec Israël. Alors, c'est pas parce que la situation à Gaza, hein, très clairement, du côté de DRG, c'est une question financière. En fait, il avait un contrat longue durée, hein, il avait signé 5 ans de contrat en 2023, sauf qu'il considère qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisamment payé par rapport à son talent et c'est pour ça qu'il va au conflit avec Israël Première Tech. On l'annonce chez Ineos pour le moment DRG, mais voilà, vous faites pas avoir, c'est pas pour la situation à Gaza qui a décidé de changer de formation DRG, c'est surtout d'un point de vue financier. Alors, lui il dit qu'au grosso modo il peut que c'est bon, en gros c'est fait. Du côté d'Israël, lui on dit qu'il est toujours coureur dans cette formation, donc il y a un vrai blocage. Il devait faire normalement la Vuelta, en gros il a été puni par rapport à ça pour ne pas faire la Vuelta. Après, je pense que la punition est plutôt à son avantage vu la situation de l'équipe
sur le Tour d'Espagne. Mais voilà, en gros, c'est surtout pour une question financière hein, du côté de DRG. Et c'est pas véritablement un problème d'éthique, voilà, du côté du coureur canadien. Donc lui, il dit qu'il a résilié son contrat avec des avocats. De l'autre côté, on dit qu'il fait toujours partie de l'équipe. Il y a deux solutions. Soit Israël le lâche, voilà, et on casse le contrat et on va dire que ça se passe plutôt bien. Soit Israël va au combat et les deux seront perdants parce que ça va faire des frais de procédure, je pense, énormes. Parce qu'en Amérique du Nord, au niveau justice, vous pouvez faire des frais qui sont hallucinants. Et si Derek J a raison, Israël risque de devoir payer très cher le fait de ne pas l'avoir fait courir. Et en même temps, pour Derek J, ça sera aussi un désavantage, puisque pendant ce temps-là, il ne pourra pas courir. Et c'est quand même pas un coureur qui a l'âge de Juan Ayuso. Il est quand même il a 27 ou 28, Derek J. Donc, pas pouvoir courir pendant peut-être un an, ça peut être problématique pour un coureur comme le Canadien. On poursuit avec Jente Biermans qui quitte Arkea BNB Hotel pour rejoindre la Cofidis. Coureur sprinter, coureur de classique, Jente Biermans. Ça peut aider, pourquoi pas dans les sprints à Milan-Fretin. Ça peut aussi faire des résultats sur des Coupes de France du côté du coureur belge. Et puis Jonathan Milan, donc comme je vous le disais, qui a prolongé jusqu'en 2029. Mais bon, est-ce que ça veut encore dire grand-chose ces contrats longue durée? Quand on voit notamment Juan Ayuso ou quand on voit Derek J, des fois on peut quand même avoir des doutes parce qu'un Jonathan Milan, s'il est plus content de Lidl-Trek, il sera en capacité de casser son contrat également. On poursuit avec également un travail du côté des staffs, du côté de certaines formations. Et un retour de Niki Terpstra chez Soudal Quickstep, le Belge qui faisait un peu de gravel en ce moment, eh bien, sera directeur sportif avec Seth Van Mark. Donc on voit hein, qu'il y a de nouveau une logique de classique flandrienne chez Soudal Quickstep, hein, parce que quand on recrute ces deux personnes-là, Terpstra et Van Mark, ont quand même fait les belles heures des classiques flandriennes dans les années 2010, eh bien il faut s'attendre à ce que ça soit dangereux. Alors c'est marrant, c'est que Niki Terpstra était plutôt un coureur qui a réussi à gagner des courses parfois sans être absolument le favori. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité-là à être vainqueur même dans des conditions qui n'étaient pas favorables, alors que Seth Van Mark c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça a toujours été un coureur qui n'a jamais réussi à gagner une des grandes classiques flandriennes. Et puis Tim de Klerk, lui, sera entraîneur. Et autant vous dire que Tim de Klerk entraîneur, je pense que ça peut être pas mal, parce que c'est quand même un coureur qui se connaissait extrêmement bien, Tim de Klerk. Le tueur d'échappée, Guillaume Martin, on en avait peu parlé pendant la Vuelta, mais donc il est tombé, Guillaume Martin. Fin de saison pour Guillaume Martin, parce que 2 vertèbres fracturées pour le Français qui n'est pas tombé souvent dans sa carrière, qui n'a pas abandonné souvent non plus dans sa carrière. Donc du côté de Guillaume Martin, un gros temps d'arrêt pour le coureur de la Groupama FDJ sur une année qui n'aura pas été forcément fantastique du côté du coureur normand dans la formation française. Dorian Godon qui rejoint la Ineos. Ça, c'était, on va dire, un secret de polichinelle. Ça a mis quand même un petit peu de temps à se goupiller sur la fin. Donc, le Français, le champion de France, donc qui rejoint Ineos. Avec l'arrivée de Total d'Énergie, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelques coureurs français qui aillent chez Ineos. Pourquoi pas, par exemple, un Cosnefroy qui est aussi en fin de contrat, mais on sait que voilà, il y a des coureurs français qui vont rejoindre Ineos. On parlait de Kevin Vauquelin, la piste Kevin Vauquelin s'est un petit peu refroidie avec quand même l'affaire de dopage qui secoue également la Ineos, notamment avec ce médecin qui est impliqué dans l'affaire Aderlas. Donc voilà, du côté de Dorian Godon, c'est une bonne recrue parce que c'est un coureur qui est très complet, c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse, qui peut emmener un train, Dorian Godon, mais qui a aussi cette capacité de remporter des sprints en bosse. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être le bon complément par rapport à un Axel Laurence, qui pourra peut-être plutôt se concentrer sur les Ardennaises, et Dorian Godon peut-être plutôt se concentrer sur des courses où il faut parfois conclure au sprint. Stephen Kung, lui, va au pays, en Suisse. Il rejoint la Tudor. Pas une surprise, hein, l'équipe suisse qui essaye d'attirer depuis le départ, un peu comme la Uno X,
tous les coureurs du pays. Stephen Kung, la prolongation de contrat, déjà la dernière prolongation de contrat qu'il avait eue avec la Groupama FDJ, ça avait été assez compliqué, c'est ce qui a coûté le contrat à la pierre aussi en passant parce que Stephen Kung n'était pas satisfait des vélos. C'est ce qui a fait qu'ils sont passés chez Villiers. Très intéressant quand même du côté de la Tudor pour deux raisons. Bon, déjà parce que c'est un coureur de classique formidable et en complément d'un Julien Alaphilippe sur les classiques flandriennes, forcément c'est très très bien. Deuxièmement, tout le travail sur le matériel. Il a fait énormément de boulot pour Villiers sur les différents cadres. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'évolutions, notamment sur le vélo de contre-la-montre, grâce à Stephen Kung. BMC, il y a du boulot. Voilà, avec les vélos BMC, ce ne sont pas les meilleurs ces dernières années. Donc vraiment, avec l'arrivée de Stephen Kung, ça peut peut-être vraiment aider aussi à améliorer le matériel. Et c'est les seuls aussi qui roulent avec des pédales time. J'ai entendu ça la dernière fois. Je n'avais pas fait gaffe. Voilà. C'est les rares à utiliser voilà, un pédalier qui n'est pas de la même marque que les autres. Je crois qu'ils utilisent un pédalier time qui est quasiment plus utilisé aussi par les équipes World Tour. Voilà, du côté de la Tudor. On poursuit avec pas mal de recrues, notamment également du côté de la Tudor. La réserve fonctionne bien avec l'arrivée de Robin Donzé. Alors Robin Donzé, c'est un coureur de 21 ans qui avait commencé chez AG2R U19 avant d'aller dans la Tudor. Alors il avait commencé dans l'équipe Conti puis dans l'équipe 1 désormais en 2026. Il a fait 9e de la ronde de l'Isère en 2024 cette année, 25e du Tour de l'Avenir, 4e du classement des jeunes du Tour de l'Ain du côté de ce coureur. Voilà. On poursuit avec les transferts avec également Filippo Fiorelli qui quitte la Bardiani pour rejoindre la Visma Leasebike. Une petite surprise, voilà, on n'attendait pas forcément ce coureur-là à la Visma Leasebike. Perte pour la Bardiani parce que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Coureur là aussi assez polyvalent. Belle recrue pour la Visma Leasebike, pourquoi pas également pour un train de sprinter. Et puis Noah Hobbs qui rejoint l'équipe 1 de l'AEF. On l'a déjà vu, hein, Noah Hobbs depuis le début de saison dans l'équipe EF, notamment voilà, sur le région Pays de la Loire Tour. Il a remporté la Volta ao Alentejo, notamment en début de saison, vainqueur également de 2 étapes sur le Tour de Bretagne sur le dernier week-end, et puis il a remporté une étape sur le Tour de l'Avenir du côté de Saint-Galmé, où il a fini également 2e à Châtillon sur Chaleronne et 5e à Val-Suran. Donc voilà, un coureur qui est l'un des meilleurs sprinteurs de cette génération des moins de 23 ans, donc un coureur à suivre du côté de l'AEF qui n'a pas forcément la culture du sprint, mais c'est emmené. Le seul problème, c'est que pour le moment, ils n'ont pas forcément le sprinter performant dans ce genre de registre. Autre coureur qui passe d'une équipe de développement à une équipe 1 du côté de la Cararoural avec Eland Laronde. Alors pas grand chose à vous dire sur ce coureur, ça doit être plutôt un rouleur sprinter Eland Laronde parce que 1,83 71 kg, mais très clairement j'ai pas de gros résultats. Vainqueur d'une étape du Tour de Navarre en début de saison. Voilà, il y a eu une autre victoire également sur la troisième étape du Challenge Alicante Interior, également du côté de ce coureur. 4e des championnats de Nouvelle-Aquitaine également. Voilà, donc Eland Laronde, contrat de 3 ans. Voilà, avec cette formation, un coureur qui vient des Pyrénées-Orientales, hein. Il vient de la ville de Labour, voilà, donc quasiment à la frontière avec l'Espagne. Voilà, du côté, c'est sous Bayonne-Biarritz, hein, c'est vraiment quasiment à la frontière espagnole, cette commune. On poursuit, voilà, du côté des autres coureurs avec Mozzato.
Oui, recrue intéressante pour la Tudor, là également, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, Mozzato, coureur sympathique aussi, hein. Mozzato, bonne pointe de vitesse, bon sur les classiques flandriennes. Bon voilà, alors c'est pas le meilleur coureur, mais je pense que c'est une bonne opportunité pour la Tudor. Et puis Mathias Norgard qui passe chez Lidl Trek. Voilà, du côté de Mathias Norgard, il quitte la Movistar. Voilà pour ce coureur. On poursuit avec trois coureurs qui rejoignent une équipe pour le moment Conti italienne, mais qui a l'objectif de passer en deuxième division à la fin de saison. C'est l'équipe MBH Banque Balan CSB. Balan, parce que vous avez dans l'effectif, dans la direction, bah non, il n'y a même pas Balan, mais vous avez Davide Martinelli, par exemple, Gianluca Valotti à la direction sportive, qui était patron de la Colpac. Donc voilà, une équipe qui va être en deuxième division l'an prochain, donc avec Fancello qu'on a vu dans le team Ucchio. Alors là aussi, le team Ucchio qui veut monter en deuxième division. Il y a beaucoup de projets en continental qui veulent monter en deuxième division. Bon, peut-être que du côté du team Ucchio ça va peut-être pas se faire, donc il s'est dit bah je vais tenter une autre formation, peut-être également le mal du pays pour le vainqueur du dernier Tour du Japon. Vous allez avoir également Fausto Masnada, un peu transparent, on va pas se mentir, chez XDS Astana, et puis Davide Persico qui était dans l'équipe Wagner-Bazin. Bon, c'est sûr que les dernières critiques de la direction de la Wagner-Bazin sur pas mal de coureurs, je pense, ont décidé certains coureurs à quitter cette formation. Voilà, jusqu'à maintenant, en termes de résultats, Persico, troisième d'une étape du Tour de Turquie, ce qui était vraiment pas mal, et puis 2 fois troisième d'étape sur le Tour de Sarja. Voilà, pour Davide Persico. Cette année, coureur qui était passé notamment par la Bingol dans sa carrière. La formation Ceratizit qui va disparaître. On rappelle la formation Ceratizit qui avait permis à Cédrine Kerbaol de s'imposer l'an dernier sur une étape du Tour de France. Cédrine Kerbaol qui avait quitté l'équipe à la fin de saison. C'est vrai qu'on avait, enfin moi j'avais pas trop compris ce changement d'équipe, mais c'était peut-être parce qu'elle sentait déjà qu'au niveau financier la formation était un peu dans la difficulté. Saratizi qui était là depuis 10 ans en tant qu'équipe chez les professionnels. Alors il y a déjà des concurrentes qui ont quitté cette équipe. C'est le cas de Jacques Kulska qui a rejoint Human Powered Health l'an prochain, Angevel qui rejoint la Visma, Bourlova qui rejoint la Cofidis. Par contre, il y a encore des bonnes concurrentes à aller chercher, notamment Sarah Van Damme, Sandra Alonso également, qui peut être une course intéressante. Et puis chez les Françaises, c'est Lia Lemuel et Dilixin Miermont. Je n'arriverai jamais à le prononcer correctement son prénom, je m'en excuse. Voilà, du côté de la Française, les deux qui venaient de Saint-Michel, Mavic Aubert 93. Voilà, donc du côté des concurrentes intéressantes, donc Sarah Van Damme, je pense, et Lena Hartmann aussi. Mais Sarah Van Damme, je pense, va être très disputée. Voilà, du côté de la Ceratizit. On poursuit avec Lochard de Guest qui quitte la FDJ pour rejoindre la Lidl Trek, contrat de 2 ans pour Lochard de Guest. On sait que du côté de la FDJ Suez, on n'a pas forcément aimé la saison. Voilà, du côté de la direction de l'équipe, malgré l'arrivée de Vollering. Et surtout, on n'a pas forcément trouvé que les équipières avaient fait du bon boulot. D'où le départ de Lochard de Guest, mais qui a souvent contrôlé les débuts de course. Je pense que ça sera peut-être aussi son travail chez Lidl Trek. Et puis Bauer Fine qui quitte la Canyon SRAM pour rejoindre la Lidl Trek. Bauer Fine, très bonne grimpeuse. Mais c'est vrai que chez Canyon SRAM, derrière Nevia Doma, c'est pas forcément évident. Donc l'Allemande qui va vouloir rejoindre la Lidl Trek. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus Longo Borghini du côté de cette formation. Donc il y a une belle opportunité pour Ricarda Bauernfein. Et puis Quinton Hermans qui rejoint la Q36. Bon, Quinton Hermans, son passage chez Alpecin restera pas dans les annales. Voilà, un coureur que je pensais performer en tant que puncher. Et c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, pour ce coureur assez transparent ces derniers temps.
Chris Froome, victime d'une chute à l'entraînement, on en avait parlé un petit peu dans les dernières vidéos. Chris Froome, qui a 40 ans, qui n'a pas de contrat pour l'an prochain. Le coureur britannique, donc qui a eu une très grosse chute, il aurait perdu le contrôle de son vélo, ça ne serait pas dû à un automobiliste. Pneumothorax, plus 5 côtes cassées, une fracture de la vertèbre lombaire et surtout, selon encore une fois ses proches, il a subi une déchirure de la membrane péricardique, donc vraiment autour du cœur, donc ça pouvait être extrêmement dangereuse et sa convalescence sera longue. Ça sent quand même la fin de carrière pour Chris Froome parce qu'il a 40 ans. Alors après, pourquoi pas aller en continental, un petit peu comme Rebellin, du côté, s'il a encore la passion Froome, mais en World Tour et en deuxième division, ça me semble compliqué de le revoir. Chris Froome, après en troisième division, notamment dans des équipes d'Amérique du Sud, il y a toujours des opportunités. Les coureurs, Gianni Vermeersch qui rejoint la Red Bull Bora pour densifier le groupe des classiques qui, on ne peut pas dire, n'a été très performant lors de l'année 2025. Max Walscheid qui quitte la Jayco Alula où au départ il avait été recruté pour emmener les sprints de Caleb Ewan. Sauf que Caleb Ewan avait quitté l'équipe, alors il a lancé quelques fois Dylan Groenewegen, mais il n'y avait plus forcément de travail pour lui. Donc du côté de la Lidl Trek, lui il est bon pour emmener les sprints. Donc pour Mats Pedersen ou pour Jonathan Milan, c'est vraiment un très bon coureur. Et puis Seriel Desal, coureur de la Wagner Bazin, qui rejoint l'équipe dans un premier temps de la développement de la Soudal Quick-Step pour encadrer les jeunes. Puis il rejoindra l'équipe World Tour l'an prochain, voilà, du côté de Seriel Desal. Cette année, alors il avait fait deuxième du Grand Prix de Denain, c'était en 2024, à l'époque chez Bingol. Cette année, sur les épreuves professionnelles, il n'y a pas eu grand-chose. Il était en échappée sur le Scheltepreich, sur la Flèche Wallonne également, Liège-Bastogne-Liège, où il a pris les échappées, ou encore sur le Tour de la Provence, ou sur Kurn-Bruxelles-Kurn, voilà, en début de saison. Du côté du coureur belge. Donc belle opportunité pour lui de rejoindre une équipe World Tour. On poursuit avec Puccio qui prend sa retraite à l'issue de la saison. Lui qui était qui est toujours resté chez Sky et Ineos pendant toute sa carrière. Alors Puccio, très clairement, je n'ai jamais compris ce qu'on lui trouvait chez Sky. J'ai toujours trouvé que c'était un coureur extrêmement modeste. Voilà, alors qui a eu la chance de courir en World Tour, mais qui a vraiment été l'équipier de l'ombre, le porteur au dos, là vraiment du côté de Puccio. Alors je pense qu'il y avait un intérêt à le conserver, mais il a fait partie de cette grande Sky. Je n'ai jamais compris ce qu'on lui trouvait à ce coureur. Voilà, ça a toujours été une énigme pour moi, sa présence dans l'équipe Sky Ineos. Tige Benoot. Et je pense que c'était une énigme également pour Pro Cycling Manager, parce qu'il avait toujours des notes pourraves sur Pro Cycling Manager. Pour avoir joué avec la Sky sur le Pro Cycling Manager 2012, avec un mode 2013, je peux vous dire qu'il avait des notes pourraves. Alors là, je joue au 2020 avec un mode 2021 en ce moment, parce que j'ai toujours un temps de retard. Je pense qu'il doit aussi avoir des notes pourraves, Puccio. Tige Benoot rejoint Decathlon. Ça fait... Alors là aussi, c'était un secret de polichinelle. On attendait que le contrat soit signé. Du côté de Tige Benoot, contrat de 3 ans, là également. La Decathlon qui a fait beaucoup de contrats de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ont plus de coureurs signés en 2028 que la UAE, qui est pourtant un petit peu spécialiste dans l'exercice. Avec donc Tige Benoot, je pense qu'il a encore des choses à montrer, notamment sur les Flandriennes. C'est également un très bon équipier pour un grimpeur, donc c'est là où ça peut être également très intéressant pour Félix Gall ou pour un Paul Sexas du côté de la Decathlon AG2R. Voilà, Tige Benoot, et qui a dit qu'il a rejoint la Decathlon AG2R déjà parce qu'il savait qu'il aurait un peu plus d'opportunités que la Visma, même s'il disait que voilà, il n'avait aucun souci avec le fait d'être équipier et dans une grosse structure comme la Visma et qu'il avait été bien payé à la Visma, mais il disait que la Decathlon était aussi capable de bien payer, et c'est ce qui lui a, c'est aussi une des raisons qui lui a fait
qui lui a fait aller chez Decathlon AG2R. Brent Van Moer quitte la Lotto pour aller chez Q36.5. Un équipier, hein, Brent Van Moer, du côté de la Lotto. J'avais trouvé intéressant il y a quelques années, c'est vrai que ces derniers temps, il a un petit peu quitté mes radars, pour tout vous dire. Brent Van Moer. Et puis Filippo Zana. Alors dernière année pas excellente du côté de Zana, mais si on retrouve le Zana d'il y a 2 ou 3 ans, qui avait été très impressionnant notamment sur le Giro, ça peut être très bien pour la Soudal Quick Step du côté de cette formation. Ça veut dire qu'on aura quand même un petit pôle montagne punch où il y aura quand même quelques coureurs chez Soudal Quick Step. On n'abandonne pas complètement la montagne, ce qui était un petit peu ma crainte quand on a vu le départ de Remco Evenepoel. Et puis aussi il y a eu les championnats du monde de paracyclisme. C'était du côté de la Belgique, du côté de Reims, en Belgique. Et il y a eu énormément de très très bons résultats du côté de l'équipe de France qui domine, il faut bien le dire, le paracyclisme avec notamment 12 médailles d'or, notamment sur le relais handbike, mais également Joseph Fritsch, Florian Joigny qui a remporté la course en ligne. Il n'a pas remporté le contre-la-montre parce qu'il y a eu, je crois que c'est lui qui a eu un problème technique. Alexandre Leoté qui a fait le doublé contre-la-montre et course en ligne, comme Mathis Lebeau. Impressionnant en C4 sur le contre-la-montre. Florian Joigny qui lui a fait le triplé avec en plus le relais mixte. Mathieu Bosredon lui a fait le doublé en course en ligne et contre-la-montre. Et puis Joseph Fritsch qui a à la fois gagné la course en ligne et à la fois l'épreuve de relais mixte. Pas mal de médailles d'argent également avec Loïc Vergniaud en H5, avec Anaïs Vincent, et ça c'est intéressant chez les filles, en H3, parce que on a encore beaucoup de garçons chez les filles, il nous manque encore un peu de monde, donc là c'est intéressant. Gatien Le Rousseau en C4 également, ou en contre-la-montre on a fait 1, 2, 3, hein, ça n'a pas été compliqué. Louis Hubert en C3, également, qui a pris la médaille d'argent du contre-la-montre. Thomas Perroton d'Artel qui a pris la médaille d'argent en course en ligne, et puis Andrea Ercolanelli qui a pris la médaille d'argent en course en ligne. Et là c'est intéressant parce que c'est un concurrent qui n'était pas aux Jeux de Paris, Andrea Ercolanelli. Et puis vous voyez également des médailles de bronze en tandem pour Anne-Sophie Santis et Lara l'Allemand, ou encore Kevin Kumpf sur le contre-la-montre, ou Elliot Pierre également sur la course en ligne en catégorie C5. Donc il n'y a que la catégorie C1 chez les filles, parce que Thomas Tarou a remporté le titre chez les garçons. Là aussi c'est intéressant, parce que dans les catégories de fort handicap, c'est encore là on a un petit peu du mal à avoir du monde. Et chez les filles, voilà. Mais vraiment des très très bons résultats du côté de cette équipe de France. Des compétitions que vous pouvez retrouver en replay. Alors c'est commenté en anglais sur la chaîne sur HBO Max. Voilà, si vous voulez revoir ces compétitions. Je vous avais dit que la vidéo serait longue. On termine avec les dernières infos transfert retraite. Ide Schelling qui prend sa retraite. Ide Schelling qui, bon, je pense a tenté un peu comme certains coureurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la motivation, mais on essaye de revenir à son meilleur niveau. Ça n'a pas été le cas du côté d'Ide Schelling, donc qui a 27 ans, annonce qu'il met fin à sa carrière. Voilà, passé par la Bora, hein, c'est là où il avait eu ses meilleurs résultats. C'est vrai qu'à une époque on se disait tiens, lui il va peut-être gagner l'Amstel, Ide Schelling, et puis derrière le monde professionnel n'est pas toujours très tendre, et voilà, il a décidé de prendre sa retraite très jeune, mais ça faisait depuis quelques temps qu'il n'avait pas eu forcément des grands résultats et beaucoup d'impact sur les courses, notamment chez Astana sur ces 2 dernières années. Coureur qui était passé par la SEG Racing Academy dans ses jeunes années. Il terminera sur le Tour de Hollande, qui est une nouvelle épreuve, hein, le Tour de Hollande, voilà, où il sera présent sur cette course. Il y aura pas mal d'équipes World Tour hein, sur ce Tour de Hollande, une course qui devrait être majoritairement plate, avec un prologue et un contre-la-montre. Voilà, donc on aura de la chance, dis donc, avec un prologue et un chrono sur cette épreuve. On poursuit avec les infos transferts. Et Timo Kelish qui rejoint
La Visma Lease Bike, là aussi très bon coureur, hein, Timo Kielich, qui était chez Alpecin de Koninck, donc il y a pas mal de, ça dégraisse pas mal hein, chez Alpecin de Koninck, vainqueur notamment cette année de la Antwerp Port Epic Sales Trophy, du côté de ce coureur en costaud, donc vraiment un coureur de classique 1, flandrienne, et puis un très bon équipier pour des sprinteurs également. Timo Kielich. On poursuit également avec des recrues. Francisca Cor qui rejoint la FDJ Suez. On l'avait vu très performante hein, depuis le début de l'été, notamment sur le Tour de France où j'avais dit qu'elle méritait vraiment le titre de super combative du dernier Tour de France, Francisca Cor. Donc il va falloir s'en méfier. Luke Tuckwell. Alors Luke Tuckwell, coureur qui était dans l'équipe de développement de la Bora, qui rejoint donc l'équipe 1 de cette formation. Alors Luke Tuckwell, australien, grand gabarit, hein, 82-66 kg, deuxième du général du dernier Baby Giro, voilà, où il s'est vraiment bien montré avec, en étant très performant sur cette course avec Jarno Vidar notamment, 8e de Liège-Bastogne-Liège Espoir. Également pour Luke Tuckwell qu'on a vu sur le Grand Prix Miguel Indurain dans l'équipe Red Bull Bora notamment. Il a participé au Tour du République tchèque, 17e du Général ou encore 10e du Tour de l'Avenir, Luke Tuckwell. Et puis parmi les autres recrues, Eva Van Aert qui rejoint la FDJ Suez, donc je dirais en remplacement, je pense, de Loche Ardegest pour Eva Van Aert, contrat de 2 ans. Lotte Kopecky, elle ne fera pas partie de la sélection belge pour les championnats du monde. Fin de saison pour Lotte Kopecky, une année difficile pour la double championne du monde en titre, voilà, qui a eu un été très compliqué, à la fois le Giro et le Tour de France, où elle s'est pris, on va dire, 2 claques. Et puis des problèmes de dos également pour Lotte Kopecky, donc elle a besoin de se ressourcer. La concurrente belge, surtout que mentalement, on sait que c'est une fille qui a pas forcément une vie si facile que ça ces dernières années, donc mentalement, je pense qu'il y a besoin également de respirer du côté de Lotte Kopecky. UAE qui prolonge Filippo Baroncini jusqu'en 2027, le coureur italien qui a subi une grosse chute hein, sur le dernier Tour de Pologne, qui n'est plus en coma artificiel, on le rappelle, mais qui a dû subir des opérations massives au niveau de la face, donc notamment au niveau de la mâchoire, et bien donc va être encore payé 2 ans. Ce qui va lui permettre d'avoir un peu plus de sérénité quant à sa rééducation. Autre coureur qui retrouve un contrat, un coureur qui avait fait une dépression, un burn-out, c'est Léo Hetter, voilà, qui avait été dans la Conti de la Groupama, je crois me rappeler, qui rejoint une équipe polonaise, Voster ATS, voilà, vainqueur du Baby Giro 2022, qui avait également fait partie de la Ineos, c'est vrai, mais je crois qu'il n'a pas vu le jour de course chez Ineos. Avec son frère, eh bien, qui retrouve une autre formation. Olaf Koy, ça c'est l'information du jour, enfin l'une des informations du jour, parce qu'il y en a eu pas mal du côté des transferts. Olaf Koy qui rejoint la Decathlon AG2R, contrat de 3 ans pour le coureur néerlandais, vainqueur d'étape sur le dernier Tour de Grande-Bretagne, mais c'est vrai que avec Matthew Brennan, on savait qu'il allait avoir un problème de lutte entre les deux, et je crois qu'il voulait pas partager le gâteau avec Matthew Brennan, donc il a décidé de changer de formation là aussi. Hein, c'était un peu un secret de polichinelle, l'info était assez connue. C'est une prise de risque pour moi pour Olaf Koy parce que chez Visma ça se passait plutôt bien. Je dirais au niveau sprint, même si parfois il n'a pas forcément eu le meilleur train du monde. Decathlon AG2R, la culture des sprints, ils l'ont eu à l'époque de Yann Kersipou, et encore, Yann Kersipou se démerdait souvent seul. Ils l'ont plus du tout, la culture du sprint, ou ils l'ont peu. On l'a vu avec Sam Bennett, donc il va falloir retrouver ça du côté de cette formation. Et donc ça va pas être si facile que ça pour Olaf Koy d'obtenir des résultats. Geraint Thomas, voilà cette image de Geraint Thomas qui hier a pris sa retraite du côté du Pays de Galles. Alors il va revenir l'an prochain, on va dire comme manager général de Ineos.
Il va avoir un peu le rôle de Dave Bradford, hein, de ce que j'ai compris, Geraint Thomas, pour relancer Ineos Grenadiers, qui est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques temps. Voilà, avec Remco Evenepoel notamment, Romain Grégoire et son fils, voilà, qui ont fait cette fameuse parade de retraite. Voilà, Geraint Thomas, 3 ans et demi sur un vélo. Cette statistique est folle en course, qui a commencé à la Barlow World, bien entendu, symbole de la domination de la Sky dans les années 2010, vainqueur du Tour de France 2018. Podium également sur le Tour d'Italie, et je ne sais même pas s'il n'avait pas fait podium sur le Tour d'Espagne. Je crois qu'il a fait podium sur les 3 grands tours. Geraint Thomas, coureur sympathique. Hein, souvent dans les interviews, c'est un coureur qui était très intéressant parce qu'il n'avait pas les codes, on va dire, maintenant des cyclistes modernes. Parfois, Vingegaard, tu te fais chier en interview, lui, non. Quand il avait envie de dire un truc, il le disait. Geraint Thomas, qui a réussi quand même une performance, c'est à enlever le fond blanc du logo Total Energy sur le maillot de la Ineos, et je trouvais le maillot de la Ineos sur ce Tour de Grande-Bretagne bien plus joli que le grand bandeau blanc là, de la Total Energy, qui je trouve est assez disgracieux. Voilà, il aura réussi une performance pour sa retraite. Et puis on poursuit avec une info sur Victor Lafay, qui a connu 2 années galères chez Decathlon AG2R, qui n'aura pas de prolongation dans cette formation française. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour Victor Lafay, avec énormément de problèmes de genoux qu'il n'a pas réussi à guérir. Et il dit qu'il pourrait peut-être prendre sa retraite à l'issue de la saison s'il n'y a pas véritablement de solution pour le coureur français. Alors, est-ce que Cofidis et Cédric Vasseur seraient en mesure de lui faire un contrat pour l'an prochain? On verra pour Victor Lafay, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour le coureur français depuis 2 ans chez Decathlon, avec ses problèmes de genoux et de sorte de tendinite du genou. Et puis beaucoup de recrues également chez Decathlon AG2R, parce qu'il n'y a pas que Olaf Koy. Il y a aussi, et ça moi je trouve que ça c'est une excellente idée de le prendre, Tobias Lund Andresen. Vous savez que je milite pour ce coureur depuis de nombreuses saisons, enfin depuis 2 saisons. Tobias Lund Andresen, là aussi contrat de 3 ans. Chase Ball qui quitte XDS Astana pour un Decathlon AG2R, c'est pour faire le train d'Olaf Koy avec Dan Houle et Robbie Gies. Donc on va peut-être avoir un train pour Decathlon AG2R autour d'Olaf Koy. Par contre, avec l'arrivée de tous ces coureurs, eh bien, un coureur français va quitter cette formation et rejoindre la Visma Leasebike. Bruno Armirail qui va rejoindre la Visma Leasebike. Contrat de 2 ans pour le français qui avait été chez Groupama avant d'aller chez Decathlon. Donc il n'ira pas chez Cofidis, une 3e équipe française, il va chez Visma Leasebike. C'est intéressant je trouve ce recrutement, parce que je vous le dis toujours, pour moi c'est Kirienka, Bruno Armirail, et on s'est peut-être aperçu du côté de la Visma Leasebike qu'on avait certes Campenart, mais de l'autre côté on a quand même Nils Politt, on a du Domaine Novak, et qu'il fallait quand même un peu un coureur sur ce registre-là. Et c'est là où Bruno Armirail va peut-être être très intéressant pour l'équipe Visma Leasebike et Jonas Vingegaard. Et ben voilà, c'était la dernière info transfert du jour. Je peux peut-être même vérifier s'il y a une autre info qui est sortie là sur les dernières minutes. Et oui, il y a encore des dernières infos. Alors attendez, je vais vous les montrer, les dernières infos. Vraiment, ça arrive depuis ce matin, il y a eu énormément de prolongation de contrat. Et ben voilà, on va faire ça. Je vais vous ouvrir l'image et puis je vais vous la mettre. Voilà, encore des prolongations de contrat, des coureurs qui changent d'équipe, je crois, avec l'arrivée de Mattia Cataneo chez Red Bull Bora-Hansgrohe. Ça c'est une perte quand même pour la Soudal Quick-Step, parce que c'était vraiment un coureur important de cette formation. Aimé de Rent qui rejoint la Q36.5, et puis José Félix Parra qui quitte la Cairn Pharma pour rejoindre la Cara Rural. Coureur intéressant du côté de Cairn Pharma, bon baroudeur, grimpeur. Voilà, José Félix Parra, Aimé de Rent et Mattia Cataneo. Voilà les dernières infos transfert du jour. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!